Bon, alors, pour la Nouvelle-Calédonie, il y avait pour moi un mystère. Il y avait des collègues qui mentionnaient tous l'importance de, entre guillemets, faire la coutume. Et en particulier, il fallait faire la coutume quand on arrivait quelque part. Alors, on m'avait expliqué comment il fallait faire. Je voyais bien et je voyais à quel point c'était important. Donc, dans ma tête, je m'étais dit, oui, c'est probablement une forme de cérémonie kanak. Je ne m'étais pas beaucoup trompé, hein. Mais alors, dans les textes anciens, il y avait un certain nombre de descriptions de cérémonies qui étaient parfois très intéressantes, très importantes, pas très bien analysées, hein. Lénart, de ce côté-là, c'était pas formidable. J'ai appris plus tard qu'il ne mettait pas les pieds dans ce qu'on appelait à l'époque les pilous, parce que c'était des lieux de perdition, on va dire. Mais à part ces textes très très imprécis, personne n'avait publié de travaux modernes sur les cérémonies, hein. Alors il y avait quand même une chose qu'on savait au plan théorique depuis la fin des années 60, il y avait un texte célébrissime de Roy Wagner, il y avait un texte moins célèbre de Daniel de Coppet, paru dans l'Homme, qui montrait l'importance absolument cruciale des cérémonies pour comprendre, on va dire, l'organisation du social en Mélanésie, hein. Il y avait le livre d'André Iteanu, La Ronde des échanges, qui avait été fait dans le cadre des recherches d'Erasme, qui confirmait cette importance des cérémonies, toujours pour la Nouvelle-Guinée. Il y avait ma thèse, qui, je pense, montrait cette importance des cérémonies dans une région qui avait beaucoup d'acquaintance avec ce qu'on appelle généralement la Polynésie. Et donc, pour moi, qui était très familier avec toutes les recherches extrêmement dynamiques à l'époque, très enthousiastes, qu'il y avait en particulier sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'était avant le postmodernisme, ça. Tous ces textes sur la Nouvelle-Calédonie étaient très très décevants. Il y avait quelque part, il y avait un tableau d'une grande cérémonie de mariage chez Guiard. Bon, je vais en reparler. Alors, les textes de Guiard, maintenant j'en viens aux textes de Guiard, c'était le grand ponte universitaire qui contrôlait absolument tous les terrains en Nouvelle-Calédonie à l'époque, et le relais a été pris après lui. Jean Guiard. Les textes que lisait Jean Guiard, je les trouvais d'une confusion mais extrême, hein. Alors, il y avait, comme toujours, il y a toujours des exceptions. Il y avait deux textes qui portaient le même titre, il y avait un article et un livre qui s'appelle « La terre et le sang des morts ». Qui étaient des textes tout à fait importants, intéressants, précis, que j'ai beaucoup apprécié de lire. C'est des textes d'ailleurs qui présagent de la grande vague d'anthropologie politique qui va venir en Nouvelle-Calédonie à partir de fin des années 80. Alors, je sais qu'il y a un problème sur Guiard, hein. Quand je lis les textes de Guiard sur le Vanuatu, je ne les ai pas tous lus, mais j'en ai lu quelques-uns quand même. Et tous mes collègues qui travaillent sur le Vanuatu, ils ne sont pas du tout de mon avis sur Guiard, en particulier Marc Tabani. Je pense aussi, je n'en ai pas discuté avec Lamont Lindstrom, mais c'est sans doute aussi son avis. Ils ont coordonné récemment un numéro du journal de la Société des Océanistes sur Guiard, précisément. Un numéro sans concession d'ailleurs, je crois. Et les textes sur le Vanuatu sont beaucoup plus clairs, sont beaucoup plus intéressants. Pour moi, c'est un mystère. Voilà. Alors, il y a aussi des textes très importants d'une des filles de Lénart, Roselaine Doucet-Lénart, et qui est une des premières à mettre vraiment en avant et en relief les exactions
de la colonisation française par rapport au monde kanak, qui était alors assez méconnu. Aujourd'hui, bien entendu, on sait très bien ces choses grâce à une pléiade d'historiens. Alors il y a une autre personne que je n'ai pas lue à l'époque, en la préparation de mon terrain, que j'ai découvert que sur le terrain, c'est Joël Dauphiné, un historien absolument remarquable et qui a en particulier travaillé sur la région dans laquelle je travaille, le nord de Haute-Marois, et dont les livres m'ont toujours beaucoup intéressé. Alors, dans le cadre de cette préparation, j'ai aussi suivi un enseignement sur la Nouvelle-Calédonie, et ça, je ne préfère pas en parler. Alors, revenons au cadre du programme ESK. Le conseil coutumier de la région Haute-Marois, c'est-à-dire dans l'extrême nord de la Grande Terre, le conseil Haute-Marois, c'était une institution de création tout à fait récente, suite aux accords de Nouméa. Ce conseil voulait 2 ethnologues, l'un à Pimboa, l'autre à Arama. Il voulait aussi des linguistes, il voulait des historiens, etc. Donc, moi, j'étais à cette époque-là à Leiden, en train de finir de réécrire ma thèse pour faire mon bouquin, et Dominique Bretteville, qui était proche d'Erasme, lui, il pouvait partir très vite, et donc il a choisi de partir à Pimboa, et donc moi, je suis allé à Arama. Alors j'ai découvert beaucoup plus tard que Pimboa, qui avait à cette époque la réputation d'être extrêmement traditionnelle, une région extrêmement traditionnelle, eh bien, cette réputation était une réputation véritablement très très ancienne, parce que quand Fritz Sarrazin est venu en Nouvelle-Calédonie pour faire son immense travail de collecte d'objets pour le musée de Bâle, je crois, eh bien, si on lit les textes de Sarrazin et de son collaborateur, dont hélas j'oublie le nom, eh bien, il mentionne aussi Pimboa comme étant une des régions réputées les plus traditionnelles. Voilà. Alors moi, je me retrouve dans une région réputée pas traditionnelle. Alors c'est pas du tout un truc qui me gêne. Je vais peut-être en parler. Alors, il y avait peu de choses publiées sur Arama, mais j'ai eu une chance absolument formidable, c'est que Françoise Ozanne-Rivière, qui est linguiste au CNRS, qui était, hélas, linguiste au CNRS, elle m'a briefé sur la phonologie du Nianlayou, qui est une phonologie très complexe, d'une langue très complexe. Le Nianlayou, c'est une des 29 langues parlées en Nouvelle-Calédonie, je parle de langue austronésienne, et le Nianlayou, on le parle à Arama et à Balad. Alors, elle m'avait donné aussi une ébauche de grammaire, une ébauche de dictionnaire qu'elle a publié beaucoup plus tard, bien après mon premier retour du terrain. Et elle m'a donné aussi un vieux dictionnaire de Bélep par le père Dubois, parce qu'à l'époque, on pensait qu'à Bélep, on parlait aussi Nianlayou. Et si j'ai dit 29 langues tout à l'heure et pas 28, c'est parce que très récemment, une jeune linguiste américaine, enfin je suppose qu'elle est jeune, je ne l'ai jamais rencontrée, une linguiste américaine, Chelsea McCracken, a montré que Bélep parle une langue spécifique, ce n'est pas du Nianlayou. J'aurais pu m'en douter parce qu'il y a eu plein d'anecdotes assez... il y en a une assez marrante. Donc j'apprenais la langue, je faisais mes phrases avant de venir manger à midi ou le soir dans la famille chez qui je mangeais, de l'autre côté de la rue, là, à 100 mètres de chez moi. Je préparais mes phrases pour dire des trucs. C'était vraiment pas facile. Et j'utilisais le dictionnaire de Bélep, et dans le dictionnaire de Bélep, j'avais trouvé un mot qui voulait dire avoir mal au dos. Bon, j'ai utilisé le mot qui voulait dire j'ai mal au dos, parce que j'ai passé une partie de mon terrain, mon premier terrain, à avoir mal au dos, parce que je dormais sur un matelas qui n'était pas terrible. Et donc je place mes quelques phrases pendant le repas, etc. Et puis, à un moment, je suis amené à dire oui, j'ai eu mal au dos. Et alors, à un moment, il y a eu une sorte de pause là parmi la famille, et puis un éclat de rire gigantesque. Et puis on ne m'a pas dit tout de suite de ce qui se passait, mais on m'a dit ça le lendemain, je crois me souvenir que c'était le lendemain. On m'a expliqué non, le mot que tu as utilisé, ça veut dire avoir une maladie dont on ne parle pas, tu sais, etc. Donc je pense qu'il s'était passé, c'est que le missionnaire qui avait fait ce dictionnaire, il avait dû observer quelqu'un qui boitait, qui était diabétique, et on avait dû lui expliquer que c'est parce qu'il avait mal au dos. Je pense, je ne suis pas absolument sûr que ça soit ça que c'était passé. Bon, bref.
Donc je pars en 92, et à mon départ en 92, les instructions de Daniel Decopé, mon directeur d'équipe au CNRS, donc toujours dans l'équipe Erasme, hein, sont absolument claires. Aucune collaboration avec les autorités coloniales. Et donc, j'étais d'ailleurs pas particulièrement tenté par ce type de collaboration. Voilà. J'arrive en juillet 92 à Nouméa. À la fin du mois, j'ai la chance de pouvoir aller au Festival de Nouméa, à Nouville, qui était la rencontre préparatoire au Festival des Arts du Pacifique. Alors, il y avait plein de choses dans ce cadre. On sélectionnait les Kanaks qui allaient participer au Festival du Pacifique. Je crois que c'était aux îles Cook, mais ça, faudrait vérifier, je dis ça de mémoire. Et dans ce cadre, j'ai assisté à l'arrivée de la délégation de Hotmawap, la région dans laquelle je devais travailler. Alors, c'était une cérémonie très, très étonnante, avec des gens qui arrivaient en courant, en criant, en chantant. Enfin, c'est ce que j'interprétais, moi, comme une chanson. En fait, c'est un discours rythmé, etc. Et qui faisait des choses avec lesquelles je n'étais absolument pas familière. Et en particulier, le rythme du discours que j'avais pris pour une chanson m'avait énormément surpris. Je ne pensais pas qu'il y avait comme ça, en Nouvelle-Calédonie, ce type de rythme. Alors, bien plus tard, j'ai compris que j'avais affaire à une arrivée de Thiam, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les Thiam, une arrivée de Thiam qui avait été adaptée pour l'occasion. Et c'était aussi un discours de Thiam que je n'avais pas pu enregistrer à l'époque parce que les gens étaient très très loin, mais que grâce à la DCK, j'ai pu récupérer sous forme de cassette. Alors j'ai aussi découvert pendant ce festival, pendant le concert final, le Kaneka, la musique des jeunes Kanaks, qui allait m'accompagner finalement tout au long de tous mes terrains. Alors, au départ, je dois dire que je n'ai pas été particulièrement enthousiasmé, ça ressemblait pour moi un peu trop au reggae, puis je n'étais pas un fan de reggae. Moi, à l'époque, j'étais arrivé avec mes cassettes, c'était plutôt Monk, Ellington, Coltrane, enfin ces gens-là. Mais peu à peu, véritablement, j'ai été pris par ce rythme qui était le rythme des jeunes Kanaks, et pas seulement des jeunes, des moins jeunes aussi. Et je me suis beaucoup intéressé au Kaneka, et avec Isabelle Berda, on voulait même à une époque écrire quelque chose sur le Kaneka. J'ai gardé beaucoup de cassettes, mais je pense qu'hélas, aujourd'hui, elles sont plus ou moins inaudibles. Alors, toujours pendant ce festival, Dominique Bretteville, donc, qui était sur le terrain depuis environ 1 an, m'a présenté de façon assez formelle à la délégation de Hotmawap. Et j'ai été accueilli de façon tout aussi formelle, de façon cérémonielle, par André Théin-Yuen, le président du conseil de Hotmawap, qui était un homme d'Arama. Et pour cette réception formelle, il a fait un long discours, un discours véritablement très intense, très empreint d'émotion, extrêmement émouvant. Il a fini son discours, comme souvent les orateurs kanaks, ému presque aux larmes. Et moi, j'ai vu des orateurs kanaks finir des discours, alors dans d'autres circonstances beaucoup plus classiques, des orateurs qui finissaient leur discours en larmes. Donc, c'est cette grande émotion pour me dire, en fait, ce qu'ils étaient et ce qu'ils attendaient de moi. Il y avait une énorme conviction et bon, je ne suis pas sûr d'avoir fait tout ce qu'on attendait, mais disons que j'ai essayé, voilà. Alors, avec André, nous nous donnons rendez-vous à Arama pour le milieu du mois suivant parce que j'avais des choses à faire. En fait, les choses que j'avais à faire, c'était que je voulais prendre le pouls du pays. Et donc, j'ai fait le tour de la Nouvelle-Calédonie, presque l'intégralité de la Nouvelle-Calédonie, en transport en commun quand il y en avait, en stop beaucoup. On est allé aussi à l'île des Pins avec mon ami Dominique Fasquelle. Il s'agissait pour moi de prendre le pouls du pays. Je dois dire très honnêtement que je n'avais pas été enthousiasmé par ce que j'avais vu et j'étais
Je me demandais un petit peu où j'avais mis les pieds. Donc un jour du mois d'août, à l'entrée d'Arama, Isabelle Berda et moi, nous sommes accueillis à nouveau de façon formelle par André Théin-Youen. Puis nous allons chez lui, alors nous y allons en voiture, et c'était mes premières images du village. Alors elles se mélangent avec une autre arrivée à Arama où j'étais dans la benne d'un pick-up. Mais enfin, ces premières images m'ont beaucoup marqué. J'avais un village qui défilait tout au long de la route, avec des tas de maisons de sortes complètement différentes. Il y avait des maisons rondes Canaques, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait beaucoup de choses en tôle ondulée qui ne me plaisaient pas plus là-bas qu'il ne me plaisait en Australie ou en Nouvelle-Guinée. Il y avait des carcasses de vieux pick-up qui étaient en train d'achever leur existence au bord de la route. Il y avait une végétation très différente de celle de Nouvelle-Guinée, mais tout à fait magnifique. Et en fond de spectacle, il y avait la grande île de Balabio, il y avait l'océan, etc. C'était impressionnant. Ça rendait assez bien compte du mélange de mes sentiments dans les premiers jours et même les premières semaines où j'étais à Arama. Alors, André habite à peu près au milieu du village. C'est un village qui compte un demi-millier d'habitants à peu près, qui s'étend sur plus de 10 kilomètres. Et le long de la côte, et en particulier le long de la route côtière. Alors il y a des résidences qui sont des deux côtés de la route, il y en a qui sont un tout petit peu plus proches de la mer, il y en a qui sont un tout petit peu plus proches des montagnes qui sont de l'autre côté. Mais voilà, c'est un village qui s'étend vraiment sur des kilomètres et des kilomètres. Alors, plus tard, en parcourant le village, je découvre peu à peu que contrairement à ce que j'avais vu en Nouvelle-Guinée et ce que j'espérais un petit peu en Nouvelle-Calédonie, j'apprends pas grand-chose par la lecture des aspects spatiaux des emplacements des résidences. Je vais découvrir beaucoup plus tard que c'est bien plus compliqué que ça et qu'on ne peut pas voir ça comme ça. Ce que je vais découvrir principalement, c'est que si on veut comprendre l'organisation d'un village kanak, d'une société kanak, il faut comprendre la fabrication de la grande maison qui présentifie plus précisément tout un tas de relations, on ne va pas rentrer dans les détails, du village. Mais il n'y avait pas de grande maison à Arama et je n'en ai jamais vu construite. On m'a montré le site de l'ancienne grande maison, on m'a montré le site de l'ancienne maison des femmes aussi, quelque chose dont peu de gens parlaient dans la littérature. J'ai eu la chance en 92, je crois, de voir la construction d'une maison des hommes, enfin d'une grande maison plus précisément, à Balad, et aussi la construction d'une maison des femmes qu'on appelle maison du tressage. Mais à Arama, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu cette construction, et donc il a fallu que je bricole à droite, à gauche, etc., etc. Alors pour l'anecdote, beaucoup plus tard, je crois que c'était en 98, pour une fête des peuples autochtones, Otmawat s'était rendu en bateau jusqu'à Lifou, et puis j'avais été à Lifou avec tout le monde, et il y avait beaucoup de choses qui se passaient pour cette fête, c'était très intéressant. Et je passais la nuit dans une grande maison à Lifou avec d'autres gens de la délégation Otmawat. Et un matin, un homme est venu nous dire qu'il allait nous expliquer ce que c'était que la société de Lifou dans laquelle nous étions accueillis. Et il nous a emmenés devant une grande maison qui ne ressemblait pas tout à fait à celle dans laquelle on dormait. Et en 20 minutes, il nous a expliqué ce que moi, j'avais mis littéralement des années à reconstituer à partir d'un tas de petites informations, de grandes informations, de moyennes informations, et surtout à partir des cérémonies. C'était clair, c'était expliqué pour Lifou, et lui maîtrisait parfaitement le discours sur ces choses-là.
Et véritablement, j'ai été très impressionné par cela. Il fallait voir la grande maison, il fallait voir sa construction. Il y a actuellement au musée du Quai Branly une version courte d'un film de Roger Boulet qui est remarquable sur la construction d'une grande maison à Yengen, une des deux grandes maisons de Yengen, puisqu'il y a deux sociétés qui cohabitent, se regardent, je ne sais pas comment dire, échangent à Yengen. Et actuellement, on peut voir ça et c'est très intéressant. Ça permet de comprendre aussi beaucoup de choses aussi. Ça permet de comprendre aussi pourquoi en cas de cyclone, c'est des maisons qui tiennent le coup. Donc, je suis très très bien reçu à Arama, mais quand même avec pas mal de retenue de la part des gens, parce que je suis dans une région où les gens sont quand même plutôt réservés. C'est pas l'IFou, voilà. Je suis installé dans une grande pièce d'un grand magasin, d'un ancien magasin, une grande bâtisse qui servait de magasin, et moi je suis dans une des grandes pièces. Je n'ai pas d'électricité, j'ai l'eau, j'ai un robinet à l'extérieur, ça c'est formidable. Et je prends mes repas chez Raymond Théin-Yuen, une des filles d'André, avec son mari Antoine Yongui et leurs enfants, Esther, Jimmy, Stéphane qui est tout petit à l'époque, et plus tard viendra Léa, et sa mère lui donnera le nom d'une des nièces d'Isabelle. Alors dans le village, on me prend pour un linguiste, parce que j'apprends la langue avec Marino Théin-Yuen, un autre fils d'André, mais ce que Marino aime, c'est la pêche, et nous passons la plus grande partie de notre temps ensemble à la pêche. Donc je commence à travailler sur ce qui m'est accessible. Alors les poissons, bien sûr, il n'y a pas grand-chose à trouver sur les poissons, je pense. À l'époque, je pensais en tout cas. C'est plutôt sur la pêche qu'il y a des choses à trouver en général. Sur les oiseaux, parce qu'à Monoalou, j'avais beaucoup travaillé sur les oiseaux, et puis que récemment, la question de pourquoi tant d'oiseaux continue à habiter les chercheurs sur l'Océanie. Sur les plantes, alors ce qui est beaucoup plus productif, on va dire directement productif en Nouvelle-Calédonie, et en particulier sur l'horticulture, sur les jardins. C'est là, dans un premier temps, dans on va dire les 3 premiers mois, c'est là que j'apprends le plus de choses sur les jardins. Je vais dans les jardins. Alors déjà, j'entre dans les jardins sans me rendre compte qu'il s'agit de jardins. J'ai l'impression d'être dans une sorte de ce qu'on appelle là-bas de brousse, etc. Il faut quand même apprendre à regarder pour savoir qu'on est dans un jardin. Bon, mais j'avais déjà connu ça en Nouvelle-Guinée, mais ce n'était pas la même configuration quand même qu'en Nouvelle-Guinée. Et alors, en allant dans les jardins, le gars qui vous accompagnait, ou la dame qui vous accompagnait, nous disait « Ouais, tu vois le billon, ce que nous appelons des billons, et qu'eux appellent des sillons, parce qu'ils utilisent le terme de la France de l'Ouest, je crois. Nous, en Bourgogne, entre guillemets, on n'utilise pas le terme sillon, on utilise le terme sillon pour ce qui est comme ça creusé, tandis que j'ai appris à cette occasion que dans certaines parties de la France, on utilisait billon pour une formation renflée qui sert à l'horticulture. Oui, tu vois, ce billon-là, il n'a pas été mis en culture depuis le 100e anniversaire de la colonisation, c'était en telle année, etc. Bon, et on me racontait plein de choses à propos des plantes, autour des plantes, etc. J'avais comme ça des tout petits morceaux d'enseignement que j'écrivais dans mon carnet. Et comme j'écris très mal, je les recopiais dans mes cahiers le soir, parce que sinon c'était tellement illisible qu'au bout de 2 mois, je n'aurais pas pu me relire. Et ça marchait très bien dans les jardins, mais voilà, ça marchait surtout dans les jardins. Et alors, il y avait seulement trois aspects de la vie du village qui m'étaient accessibles. D'une part, la vie religieuse, c'est un village catholique, presque à 100%. Il y avait la politique, et il y avait le marché qui se tient généralement après la messe dominicale, et qui n'a absolument rien d'un marché à la française.